Bonjour et bienvenue à notre émission d'Érable approfondie. Mardi 13 mai s'est tenue au manoir du lac William à San Ferdinand une conférence sur la dégénérescence visuelle sous la présidence de Majella Marcou Petre. Les conférencières Karine Decoteau et Louise Fortin de l'Association éducative et récréative des aveugles AERA ont abordé plusieurs enjeux importants liés à la déficience visuelle tels que les droits et les besoins des personnes vivant avec un handicap visuel, les ressources disponibles dans la région, l'importance des échanges entre les personnes concernées et les promotions et l'inclusion sociale de la lutte contre l'isolement. Avec des témoignages comme celui du peintre Majella et de Madame Karine qui ont dû repartir à zéro après avoir fait face à une maladie qui leur a fait perdre la vue, l'équipe de l'organisme AERA a pour objectif de sensibiliser les gens à la pleine fonctionnalité des personnes aveugles en milieu de travail et à l'école avec les ressources appropriées. Bienvenue. Dans le fond, moi, c'est Karine Decoteau. Ça fait 8 ans que je suis directrice générale de l'AERA. Donc, l'AERA, dans le fond, moi, je suis une mère aussi. Hein, j'ai 2 enfants, j'ai 2 garçons. J'en ai un de 25 ans et 26 ans. Moi, j'ai ma déficience visuelle, c'est la rétinite pigmentaire. C'est une maladie dégénérative, génétique, qui amène à la cécité. Donc, on perd la vue graduellement en champ. On perd notre champ de vision. Moi, il me reste la perception lumineuse, un petit peu les ombrages. Donc, j'utilise beaucoup le sonore. Je connais le braille, mais je ne suis pas une grande brailliste, là. Donc, mes outils principaux de travail, c'est vraiment l'ordinateur avec la synthèse vocale, le cellulaire, c'est un cellulaire tout à fait normal, là, donc un iPhone. Puis, on active dans les réglages là, le voice-over. Donc, c'est pas mal les outils que j'utilise le plus. C'est sûr qu'on a des assistants vocaux, on a toutes sortes d'appareils là, qui sont mis à notre disposition là, pour les personnes comme nous, handicapés visuels. Mais souvent, c'est des choses qui sont utilisées aussi par les voyants. Donc, tu sais, comme ma télé qui est parlante, c'est une Sony Bravia. C'est juste d'activer dans les réglages... comment ça s'appelle? Oui, c'est ça. Le lecteur d'écran. Fait que dans le fond, puis dans le iPhone, c'est la même chose, c'est activé dans les réglages de voice-over. Donc, c'est des choses qu'on utilise là, de façon autonome, comme les voyants. Donc, dans le fond, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai fait une technique en éducation à l'enfance. J'ai travaillé longtemps là-dedans. Et puis, à un moment donné, je me suis réorientée. Je suis devenue préposée bénéficiaire. Puis suite, à un moment donné, j'ai commencé à avoir une perte visuelle assez importante. Donc, moi, je travaillais à domicile chez les gens. Et puis, j'ai dû cesser mon travail. Donc, je suis retournée aux études à l'université en psychologie parce que je ne savais pas trop ce que je pouvais faire en tant qu'handicapé visuel. On pense que tout s'arrête, puis on ne pourra plus jamais travailler, puis rien faire. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu sais, je suis devenue légalement aveugle à 38 ans. J'en ai 48 aujourd'hui, donc ça fait déjà une dizaine d'années. Et puis, j'étais très active, très sportive. Je dessinais, je dansais. Donc, je me disais que... Puis, je conduisais aussi. J'ai fait longtemps du 4 roues, de la moto. Fait que j'avais l'impression que la vie m'enlevait tout. Je vais devenir un peu émotive. Fait que c'est ça. Dans le fond, je suis retournée aux études. Puis là, je m'étais mis à suivre des cours de guitare. Je savais plus quoi faire. Tu sais, j'étais une fille très proactive. Puis, je me disais, je me cherchais, autrement dit. Tu sais, je me suis mis à faire du pole fitness, de la guitare. Je m'étourdissais un petit peu dans tout. Puis jusqu'au jour que, tu sais, j'ai pu me découvrir dans certains sports, que j'ai pu intégrer dans des groupes réguliers. C'est ça. Donc, c'était pas mal. Tu sais, j'ai repris vraiment ma vie en main, là, en commençant par l'université, en suivant des cours, en étant mère monoparentale, soutien familial. Donc, j'avais une basse vision, mais je continuais à faire mon cours de préposé bénéficiaire. Et puis, à un moment donné, un jour, tu sais, c'est devenu comme plus blanc. Fait que...
Madame Karine, quels sont les principaux droits des personnes en situation de handicap visuel que vous souhaitez mettre en lumière lors de cette conférence? Les principaux droits, je dirais, à l'accessibilité, à l'accessibilité universelle, notamment par le transport, avoir l'accessibilité du transport en commun de façon sécuritaire. L'accessibilité, comme je mentionnais tantôt, là, sur l'accessibilité web, les documents, qu'on puisse être capable d'utiliser notre compte bancaire, Desjardins, naviguer sur le web pour aller chercher nos informations. Donc, je crois que c'est un droit, avoir le droit de travailler dans un poste adapté à notre situation. Et puis, c'est ça. L'AERA existe depuis maintenant 52 ans. Donc, au début, c'était vraiment un groupe de jeunes qui souhaitaient se rassembler pour faire du social, faire des activités ensemble. Fait que dans le fond, il y a eu des projets aussi, il y a eu quelques activités, mais ça a vraiment développé lorsque je suis arrivée parce que, tu sais, dans le fond, il n'y avait pas vraiment d'employés. Avant, c'était beaucoup des bénévoles. Donc, il y avait des activités, de la sensibilisation, comme je vous dis, des projets. Et puis, à un moment donné, bien, c'est ça. Là, je suis arrivée, puis je suis allée rencontrer le CIUS pour développer une offre de service aux gens qui avaient un handicap visuel. Donc, là, ils m'ont rencontré, tout le staff là, du Centre de réadaptation en déficience visuelle. Puis je leur ai dit, moi, j'ai développé ça en rencontrant les gens. Donc, ils voulaient utiliser leur iPhone, comment l'utiliser. Fait que je leur ai montré. Puis j'ai commencé vraiment comme ça. Je leur montrais tout ce qui pouvait exister. Puis quand je ne le savais pas, je m'informais, puis j'allais chercher, puis je pouvais le montrer aux gens. Ça a vraiment développé comme ça. Puis tout de suite aussi, j'ai commencé à aller rencontrer les gens comme le pavillon Saint-Arnaud, Centre Multiplus, pour développer les activités sportives, culturelles, pour être intégrés aussi dans des groupes d'irréguliers. On a vraiment commencé avec une kinésiologue là, à développer toutes sortes d'activités sportives, la même chose que les voyants. C'est les mêmes groupes, les mêmes cours, donc cardio-abdo-fest, trampoline, aérobie, TRX, nommez-les, là, on les a tous faits avec la kinésiologue. Aujourd'hui, on est inclus dans les groupes réguliers, là, que ce soit au Centre Multiplus, au pavillon Saint-Arnaud, à Belle-Avenue pour l'aquaforme. C'est toutes des choses que j'ai développées, tu sais, en allant rencontrer les directions, en allant pour les rassurer puis leur dire, bien, regarde, on est capable de suivre, tu sais. Puis là, je l'ai rassuré, puis ils m'ont demandé comment faire. Puis c'est comme ça, tu sais, ça s'est fait vraiment graduellement. Les sports, les offres de services, la culture. Les activités aussi, c'est sûr qu'en étant, en ayant une permanence, tu sais, à 40 heures semaine, tu sais, c'est sûr qu'il y a plus d'activités, plus de causeries, plus de café techno, des groupes de marche. J'ai développé aussi beaucoup la technologie, donc j'ai commencé, c'est ça. Je vais vous le dire après parce que je vais vous présenter Louis par la suite, mais c'est ça. À l'AERA, actuellement, il y a des employés, notamment un agent administratif, une kinésiologue. On avait l'aide d'une intervenante psychosociale, là, qu'on doit se répartir les tâches parce qu'elle a dû quitter. Puis, on a un formateur aussi en technologie qui donne du soutien technique, qui s'est fait graduellement. Ça a commencé par Alex. Après ça, il y a eu Olivier. Puis maintenant, on a Louis. Bien, là, on parle de l'AERA. L'AERA donne des services en formation en technologie, en braille, en activités sociales, culturelles, traditionnelles. Donc, on couvre Mauricie, centre du Québec. C'est quand même, on s'adapte aux gens. On offre le service selon le besoin de la personne. Donc, comme autre service, il y a le Centre de réadaptation en déficience visuelle Mauricie, centre du Québec. Donc, eux, ils vont faire spécifiquement de la réadaptation, de la mobilité. On peut aussi utiliser les services de l'INCA qui sont situés à Montréal, mais qui ont des installations un peu partout dans le Canada. Donc, eux, ils travaillent beaucoup en technologie, en emploi, essentiellement, oui. Qu'est-ce que vous pensez sur l'inclusion dans ces moments-là de la région par rapport aux personnes avec un handicap visuel?
Je sens, moi, par rapport à l'inclusion, moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai perdu la vue. Et puis, ça fait presque 9 ans que je travaille pour l'AERA. Je trouve qu'il y a une ouverture. Tu sais, maintenant, on nous contacte là, pour tout ce qui est culturel, les musées, comment rendre accessible. Les CLSC, les CIUS nous demandent, dans le fond, si nos documents sont accessibles, si leur site web correspond là, au niveau d'accessibilité, est-ce que c'est utilisable? Donc, oui, il y a une ouverture. Il reste beaucoup à faire, puis à sensibiliser. Souvent, les gens pensent que c'est accessible parce qu'on peut, mettons, circuler sur un trottoir, mais il y a plein d'obstacles, ce qui peut amener un fâcheux incident où, tu sais, la personne doit se déplacer dans la rue au lieu d'être sur le trottoir parce que c'est trop difficile de circuler. Mais c'est ça. Je crois qu'il y a une ouverture, que c'est toujours d'actualité de sensibiliser parce que souvent les employés changent. Et puis, c'est ça, on oublie, hein, dans le day-to-day, on oublie beaucoup. Donc, c'est important de revenir et puis de sensibiliser et de laisser, tu sais, c'est ça, les personnes en situation de handicap visuel intégrer des groupes dits réguliers. Tu sais, les gens sont capables de suivre, sont capables d'apprendre. Donc, c'est de faire confiance. Puis si on connaît pas... si on ne connaît pas la situation, si on a peur, si on a une inquiétude, c'est de poser la question. Comment je peux former, comment je peux animer avec une personne handicapée visuelle? Puis les gens vont comprendre rapidement qu'on peut intégrer des personnes handicapées visuelles là, dans un cours et puis ça ne perturbera pas le cours non plus. Et comment les services de AERA travaillent aussi pour l'isolement des gens qui peut-être pensent que parce qu'il a un handicap visuel, il ne peut pas travailler. De quelle façon aussi vous aidez à ce genre de personnes qui pensent ça? Oui, tout à fait. L'isolement, on sait, c'est important aussi de pouvoir aider ces personnes-là. Donc, il existe les services de bonjour, comment ça va? Ça consiste en des suivis d'appels amicaux. Donc, il y a un bénévole de l'AERA qui va contacter un membre à raison d'une fois par semaine, autour de 15 minutes, une demi-heure, selon leur intérêt. Et puis, ils discutent, puis... tu sais, le bénévole rappelle de mois en mois, puis des fois, il y a des liens qui se développent. Mais ça passe beaucoup par les activités. Tu sais, les gens finissent par développer une chimie avec telle personne, tu sais, admettons des intérêts communs, tu sais, ils vont développer, tu sais, admettons, on a un groupe de marche, bon, ben il y a des gens qui aiment marcher. Finalement, il y en a 2 qui s'affilent, fait que là, par la suite, ils vont marcher ensemble. Tu sais, avec les groupes de lecture, il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'appeler par la suite. Hey, qu'est-ce que tu lis actuellement? Puis, tu sais, ils vont échanger là-dessus. Tu sais, ça passe par nos activités. Par la suite, les gens vont communiquer entre eux, ils vont parler de l'intérêt qu'ils ont développé là, lors de cette activité-là. Tu sais, une activité traditionnelle aussi, c'est toujours bienvenu dans la mesure où ce que les gens, c'est comme une fête. Hein? C'est comme on arrive à un party de Noël, c'est comme à la maison, tout le monde se parle, tout le monde se salue, tout le monde est de bonne humeur. Fait que les gens apprécient énormément aussi ces activités-là. L'AERA aussi, elle donne des services, mais aussi... on fait beaucoup de transformation sociale. La transformation sociale, ça consiste à rayonner aussi dans la population, c'est-à-dire, tu sais, au niveau des municipalités, travailler en accessibilité, l'accessibilité des trottoirs, l'accessibilité des sites Internet, tu sais, des entreprises, lorsqu'ils ont, soit si c'est un restaurant, un menu accessible, un web accessible, tu sais, avoir la documentation accessible aussi auprès des villes, des bibliothèques. Donc, on est beaucoup sollicité en accessibilité des documents aussi du web. On a fait beaucoup des évaluations de web. Donc, les gens nous approchent. Essentiellement, ceux qui nous demandent des services, c'est les CLSC. On travaille beaucoup en partenariat avec les CLSC, les CIUS, les municipalités. Un peu le gouvernement aussi, soit fédéral ou provincial. Et puis, on fait beaucoup de sondages. On travaille en accessibilité aussi avec des musées. On a rendu, j'ai travaillé là, sur le musée Boréalis, le musée des Ursulines, pour nommer ceux-là, là, pour le rendre complètement accessible, c'est-à-dire avec des capsules audio, des textures différentes, des contrastes de couleurs. Donc, tu sais, on travaille beaucoup avec ça.
J'ai travaillé beaucoup aussi en accessibilité des trottoirs, hein, avoir qu'on puisse circuler de façon sécuritaire sur les trottoirs sans obstacle. Donc, les affiches, les pancartes, on ne pense pas à ça, mais souvent, tu sais, il y a des poteaux, il y a toutes sortes de trucs sur les trottoirs. Donc, ça nous empêche de circuler de façon là, sécuritaire. Moi, ça m'arrive souvent de descendre du trottoir pour circuler avec les voitures parce qu'il y a trop de choses sur les trottoirs. Tu sais, maintenant, il y a des déambulateurs, des vélos, des poteaux, il y a toutes sortes de choses. L'été, là, c'est incroyable là, comment que... Puis, c'est ça. Donc, nous, on s'oriente beaucoup avec, comme personnes handicapées. C'est pour ça que les trottoirs, c'est important parce que, dans le fond, on s'oriente vraiment avec des repères. Donc, s'il y a une texture de gazon sur le côté, la largeur du trottoir, tu sais, une chaîne de rue, ça devient des repères. Moi, je me déplace beaucoup dans le centre-ville de Trois-Rivières et puis j'ai des repères. Les gens, souvent, m'observent et ils savent qu'est-ce que j'utilise pour ouvrir telle porte ou comment m'orienter à tel endroit. Il y a toujours des repères. Plus tu travailles, plus tu te déplaces, plus tu deviens meilleur, puis tu développes ta confiance, puis c'est ça. Parce que le bruit, c'est un obstacle, là. Donc, on s'oriente beaucoup avec le senti, puis lorsqu'il y a beaucoup de bruit, ça peut devenir perturbant. Donc, c'est pour ça que avoir des trottoirs bien dégagés, un espace pour circuler pour les piétons, là, c'est très important. L'accessibilité web aussi, hein, pouvoir faire ces transactions sur les applications bancaires, Desjardins. C'est toutes des choses qu'on peut faire de façon accessible, donc, puis être autonome. C'est sûr que l'AERA travaille beaucoup sur l'autonomie des personnes vivant avec un handicap visuel. On travaille sur l'inclusion aussi. Donc, comme je vous parlais tantôt concernant là, justement la culture. Donc, c'est important qu'on puisse communiquer avec les musées, avec les bibliothèques, avec les endroits de loisirs, comme les centres multiplus et les choses comme ça pour aller faire des activités intellectuelles ou du sport. Donc, comment on peut adapter pour les personnes handicapées visuelles dans un groupe de voyants, puis pouvoir faire une animation, puis donner une formation de façon, là, comment je dirais bien ça, fluide, que ça ne perturbe pas le groupe. C'est faisable, là. Donc, d'ailleurs, prochainement, je vais donner de la formation là-dessus aussi, là, comment animer ou comment donner de la formation aux personnes en situation de handicap visuel aussi. Donc, on travaille également sur le transport adapté, le transport en commun. Moi, je prends beaucoup le transport en commun. Donc, on va travailler sur les terminus, la familiarisation, soit du terminus, de certains trajets, via les applications aussi. On a le transit qui nous indique les heures, certains trajets. On peut faire ça aussi sur le transit. Là, j'y vais de façon basique, mais on a le GPS aussi qu'on peut utiliser pour s'orienter. À l'intérieur de l'autobus aussi, il y a des capsules où nous, c'est Charlotte, donc elle nous indique quel arrêt, où on est rendu. Donc ça nous indique, on peut s'orienter dans la ville avec ça un peu. On peut s'aider aussi avec notre GPS, puis quand on connaît bien notre ville, bien, on a un petit peu moins besoin. Qu'est-ce qu'il y a aussi par rapport au transport en commun? Bien, aussi sensibiliser les chauffeurs. Hein, je l'ai fait beaucoup parce que comment s'adresser à une personne en situation de handicap visuel, tu sais? Qu'est-ce qu'on lui dit, tu sais? Dans le fond, c'est de s'adresser aux personnes de façon précise et concise, sans l'infantiliser, tu sais. La personne, elle est intelligente, tu sais, donc elle comprend. Vous pouvez lui expliquer l'environnement, lui nommer des choses, lui demander si elle a besoin d'aide. C'est ça, tu sais, comme moi, quand je rentre dans un bus, les gars, ils savent, tu sais, ils disent « C'est quelle la carte, Karine? » ou Monsieur Benoît, quelle est l'importance pour les Chevaliers de Colombe de soutenir ce type de conférence et aussi ce type de communauté? Oh oui, c'est important. Il faut juste commencer parce qu'Aéra, on l'a connu parce que Magella, notre curé, qu'on appelle notre Magella premier, notre pape, avait des gros problèmes de vision. Il a perdu un œil de 2 ans, puis il avait seulement 20 dans l'autre. Fait que là, il se voyait dépérir en dépression en disant « Je vais m'en aller dans des affaires de vieux curés, puis je vais mourir. » Fait que là, il me dit à un certain moment donné, mon frère à Montréal, il a tout comme aveugle, puis moi, j'ai rien. Fait que là, on a commencé à faire le tour du Québec pour voir trouver de quoi. On a trouvé cette
Aéra, qui est une place récréative. Puis on a décidé de prendre un rendez-vous avec Karine et Louis, que vous allez voir. Puis là, on a vu tout ce qu'ils faisaient au niveau récréatif et éducatif. Puis un appareil adapté pour Magella qui coûtait 6 000 mais avec les subventions qu'on a eues, on l'a eu gratuit. Alors, les Chevaliers, on a décidé de donner un peu d'argent à leur fonds à l'association. On s'est mis membre de l'association. Mais là, on s'est dit, on aide beaucoup les déficients, on aide beaucoup ceux qui ont de l'inclusion, qui ont un AVC, tout ça, mais le côté aveugle, de perte de vision, on s'en occupait pas. Puis là, dans le village ici, la moyenne d'âge, c'est 68 ans et plus. Alors, beaucoup de monde avait de la dégénérescence visuelle. Alors, on s'est dit, on fait venir l'AERA pour qu'il puisse expliquer aux gens qu'il y a une vie, même si après, même si un aveugle. Karine, vous avez vu, elle l'a vu jusqu'à l'âge de 38 ans, puis elle a perdu la vue à 48 ans, puis elle est très active. Alors, le but de ça, c'est de montrer aux gens qu'il y a une vie, même si tu perds la vie. Il y a des outils, les outils surtout avec la nouvelle technologie. Alors, nous autres, on faisait une conférence pour dire aux gens, venez, pour voir que c'est normal qu'en vieillissant, que ta vue abaisse, mais qu'est-ce que tu peux faire pour avoir une vie agréable? Alors oui, nous autres, à partir de maintenant, c'est certain que tous ceux qui ont des problèmes visuels, on sait maintenant un peu plus comment travailler avec eux autres puis comment les référer. On n'avait aucune information là-dessus. C'était de la chinoiserie pour moi. Je savais jamais... J'ai fait beaucoup de communautaires, mais les aveugles, je connaissais rien. Je connaissais beaucoup d'affaires en déficience, tout ça. J'ai même emmené des déficients en Europe. Fait que ce côté-là, je l'avais, mais qu'est-ce qu'on fait avec une personne aveugle? Mais j'avais travaillé aussi en 77 sur les handicapés, sur le droit à des toilettes d'handicapés, à des trottoirs plus accessibles, tout ça. Donc, celui-là, c'était comme, pour moi, un des compléments que j'avais pas dans tout mon bagage d'aide aux gens. Alors, rencontrant des personnes aussi actives et aussi intéressantes que ça, je trouvais qu'il fallait partager ça avec les gens. Fait que c'est pour ça qu'on a fait une petite réunion, une conférence. J'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de monde. Mais ce monde-là qui sont là vont le dire à tout le monde qu'ils ont manqué quelque chose de bon parce que c'est vraiment très intéressant. C'est plein d'informations. Puis là, on s'en va en période de questions, puis je suis sûr qu'ils vont se faire bombarder de questions. Mais je pense que Karine, elle aime mieux répondre aux questions que de faire un peu le laisse. Moi, j'ai pas trop de misère avec un micro, mais souvent, les gens ont de la misère, mais pas moi. Là. Ben, je pense que l'inclusion, puis ce qu'on fait, nous autres, les Chevaliers, c'est beaucoup de communautaire, puis c'est très, très important, parce que c'est un petit village, on est en train de travailler beaucoup de liens serrés. Puis Magella, ben, c'est notre curé national, fait que ça a commencé par lui. Puis comme il y a eu un appareil adapté que j'appelle son beau jouet, son gros jouet, fait qu'on l'a mis président d'honneur. Il faut qu'il y ait aussi à travers l'humour, c'est ce qui est gratuit puis ce qui est intéressant. Alors rendre des affaires importantes avec un peu d'humour autour. C'est l'importance de faire ça. Est-ce que les personnes qui peut-être ont un handicap visuel ici dans la région, de quelle façon ils peuvent s'adresser à vous justement pour connaître les services qu'il y a dans la région aussi pour eux? C'est une très bonne question. On a un petit journal qui s'appelle Le Ferdinois. Puis je vais mettre des articles pendant plusieurs mois, toutes les fois, sur ce qu'ils font. Puis les gens qui ont un handicap visuel ici, on a 5-6 avec qui on travaille. On va leur faire des commentaires avec l'AERA, parce que tous les mois, vu qu'ils sont membres, tous les mois, Louis, qui est complètement aveugle, il fait un anglicisme, un round-up, il vient voir où tu t'es rendu, puis c'est quoi tes besoins. Fait qu'à tous les mois, il l'écrit. Fait que on va sortir les éléments positifs des gens, ce qu'ils ont fait suite à la rencontre de l'AERA, en quoi ces éléments-là les ont servi. La revendication des accommodements raisonnables, on en demande parfois à des endroits, comme justement les musées, les endroits publics, où est-ce qu'on va aller faire une activité, comment on peut adapter pour nous, là, dans le fond, lorsqu'on fait des activités, mais aussi, comme notamment le transport en commun. Si on va dans un endroit, un restaurant, mettons, puis les gens, souvent, avant de sortir, ils vont regarder, comme moi, si je vais à Montréal, je vais m'assurer, est-ce que j'ai le numéro du taxi dans mon cellulaire? Est-ce que j'ai le numéro de l'hôtel dans mon cellulaire? On a toutes les informations, comment on dirait bien ça, là, on s'organise, c'est ça, prévoir ses déplacements. Et puis, s'organiser aussi avec l'hôtel. Moi, je vais demander tout le temps à l'hôtel, est-ce que je peux avoir une chambre proche de la réception pour que je puisse aller au restaurant de façon accessible ou à la piscine. Des choses comme ça. C'est vraiment là, très basique, mais tellement important. Puis, c'est ça. C'est ce qu'on dit. On sensibilise beaucoup la population aussi. C'est quoi l'handicap visuel? En quoi ça consiste? Es-tu capable de se faire à manger, d'écouter la télé, de lire, d'écrire, de travailler, d'aller à l'école? C'est toutes ces choses-là qu'on peut démystifier. Puis oui, tout existe, dans le fond.
Puis il y a toutes sortes d'appareils ou d'outils pour pallier à notre handicap visuel. Tu sais, dans la cuisine, il va y avoir des points de repère, il va y avoir juste être méthodique, structuré. C'est ça. On travaille beaucoup en partenariat avec les municipalités, comme je disais tantôt, les gouvernements, les entreprises aussi. Ah, c'est ça, je m'en allais dire tantôt. C'est ça, tu sais, lorsqu'on sort, tu sais, admettons, le restaurant, tu sais, son menu n'était pas accessible. Bien, Louis l'a appelé pour avoir un menu accessible, tu sais, puis il leur en donné. Tu sais, c'est des petites demandes mais qui font une différence pour rendre la sortie agréable aux personnes handicapées visuelles sans qu'ils vivent trop de stress dans les déplacements, dans l'organisation. Les activités offertes par l'ARA, formation technique, comme je disais tantôt, aide psychosociale, accompagnement. L'accompagnement, on va l'avoir aux emplettes, des groupes de magasinage. On peut avoir de l'accompagnement à toutes les formes d'activités aussi. Activités sociales et culturelles. Donc, c'est ça. Bien, toute personne peut s'impliquer. Une personne handicapée, une personne qui n'a aucun handicap, dans les transports, dans les services de bonjour, comment ça va, en animation d'activité aussi. On aime bien quand les gens puissent participer lors des organisations, la logistique des activités. Puis, les gens peuvent s'impliquer à leur manière, à leur façon, là, aller faire des emplettes avec les gens, aller marcher avec les personnes qui sont plus isolées, qui ont besoin de parler, puis qui vont marcher ensemble, ils font une petite activité, puis en même temps, bien, la personne, tu sais, ça y fait du bien, là, c'est un sentiment de bien-être. Donc, ils peuvent s'impliquer à leur façon, là. Est-ce que vous savez peut-être combien, plus ou moins, de personnes dans la région ont un handicap visuel? Bien, moi, de ce que j'ai su dernièrement, c'était 1700 adultes, là, Mauricie-Centre du Québec, environ 70 enfants, là, en bas de 18 ans. Mais maintenant aussi, on parle de personnes en situation de handicap visuel. Ce que l'ARA aussi fait, c'est d'aider aussi les personnes qui développent, comme Magella, une dégénérescence maculaire, qui sont pas nécessairement légalement aveugles, mais qui ont besoin d'adaptation, tu sais, d'inversion des couleurs, grossissement des caractères, trucs et astuces dans le quotidien pour ménager sa vue. Donc, on aide ces personnes-là aussi. Dans le fond, les activités, ils sont développés avec beaucoup les demandes des gens, les besoins des gens aussi. Pour vous donner un exemple, tantôt, je parlais de Magella, mais hier, tu sais, il y a un groupe de Colombiens qui sont arrivés dans nos bureaux et puis, ben, tu sais, un groupe, tu sais, c'était leur fille avec leur papa. Le papa, il a 70 ans, il a perdu la vue, puis tout ça, il a perdu tous ses acquis, son autonomie. Puis la dame a pensé arriver, là, puis que ce soit une espèce de, comment on dit ça, de jour, là? Pas un camp de jour, mais un répit. Un répit. Merci, André. Un répit de jour, et puis l'ARA, c'est pas ça, tu sais. L'ARA, c'est des services personnalisés, c'est un suivi avec les gens en réadaptation. On va travailler beaucoup en concertation avec, comme je disais tantôt, les municipalités, les villes, les CIUS. Et on a beaucoup de demandes aussi. Donc, c'est beaucoup comme ça, tu sais. Puis, tout ça pour dire quoi? Ah oui, c'est ça, ils sont arrivés dans nos bureaux. Puis, eux, ils voulaient qu'on puisse faire lui enseigner le français. Moi, je ne parle pas espagnol. Puis, c'est ça. Fait qu'on n'avait pas vraiment... Puis là, elle était vraiment déçue. Puis là, il fallait commencer à quelque part. Le monsieur, il parle espagnol, il ne parle pas français. Même si j'aurais voulu l'inclure dans certaines activités, il s'aurait senti isolé. Fait que j'ai appelé un de mes membres. Et puis, je lui ai dit, pas André Dubois, là, mais un autre André. J'ai dit, est-ce que tu peux lui donner des cours de français? Il parle 4 langues, dont l'espagnol. Il dit oui. Fait que j'ai mis ça au parleur, on a organisé ça, puis il commence ses cours là, jeudi. Donc, pour vous montrer que l'ARA, c'est ça. Tout se développe selon la demande. Je pense qu'en 8 ans et demi, j'ai jamais refusé une demande. Donc, tu sais, c'est... j'essaie toujours là, de combler, d'aider la personne. Parce que je sais que c'est difficile. C'est un passage qui est difficile. Perdre la vue, c'est ça. Moi, ça a été difficile. Je me dis, pour d'autres, ça l'est. Puis souvent, plus tu perds la vue plus âgée, plus tu penses que tu ne pourras pas faire
sais, moi, j'ai souvent des appels. Ben là, je peux plus utiliser ma manette ou mon téléphone parce que je vois pas. Oui, tu peux l'utiliser. Tu sais, tu n'as pas besoin d'un téléphone. Ils pensent qu'il faut qu'il y ait un téléphone spécial ou une manette spéciale. Tu sais, c'est de l'éducation aussi. Puis même pour l'entourage, tu sais, c'est de l'éducation. Tu sais, laissez-le faire, laissez-le se tromper, laissez-le toucher, tu sais, le faire à sa façon. C'est ce que je dis souvent. Donc, puis, dans le fond, c'est juste de trouver des trucs et astuces, de donner une certaine confiance à la personne aussi en étant avec. Surtout quand ils voient que c'est une personne handicapée visuelle qui va chez eux, tu sais. Ils s'en attendent pas, puis moi, je le dis pas jusqu'à temps qu'ils me voient. Fait que je trouve ça très drôle, mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est là qu'ils prennent confiance, les gens. Tu sais, ils disent « Ah oui, si je suis capable vraiment, tu sais, à utiliser mon téléphone. » Tu sais, des fois, c'est juste des petites choses. Mais tu sais, ces gens-là ont vu toute leur vie. Puis perdre la vue, c'est très abstrait pour une personne qui voit. Tu sais, souvent, on va penser que la personne va être assise sur une chaise berceuse, puis la journée passe, mais c'est pas ça, tu sais. La personne peut faire du sport, elle peut travailler, être autonome, tu sais, gagner sa vie, avoir sa maison, aller marcher par elle-même. Souvent, les gens, ils disent « Ah, comment tu fais pour aller marcher tout seul? Faut que tu comptes tes pas. » Non, je compte pas mes pas. Tu sais, je pars dans l'une des fois comme tout le monde, puis, tu sais... fait que c'est ça, tu sais... Beaucoup de lecture aussi. Comment? Beaucoup de lecture aussi. Mm-hmm. Les gens dorment. Les personnes oui, effectivement. Donc, c'est possible. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, la persévérance. Il faut avoir un certain caractère, j'imagine, pour passer au travers de toutes sortes de trucs. Parce que même quand tu tombes sur le marché du travail, l'expérience que j'ai vécue, tu sais, les gens me voyaient arriver en handicapé visuel avec mon portable, des choses comme ça, tu sais, ils disaient, mais tu sais, avec le temps, les gens voient que, OK, elle est capable de faire ses documents, elle est capable de répondre à ça, capable de... Fait que les gens, ils ne croient pas d'emblée, mais avec le temps, tu sais, ils apprennent à nous connaître puis à voir que, bien, on est capable de faire comme les autres, là. Tu sais, moi, je rédige mes courriels, je rédige mes documents, je fais ma reddition de compte, je fais mes demandes de financement par moi-même. Moi, dans le fond, mon poste de travail il est très bien adapté, tu sais. J'ai une imprimante qui est tout à fait normale, comme pour tout le monde, qui est connectée, dans le fond, sur mon... Tout est connecté sur mon portable. Puis, ça fonctionne avec des raccourcis clavier. C'est un logiciel d'écran, c'est ça, je ne l'ai pas dit, elle est chaude du coq à l'âne. Mais c'est un lecteur d'écran qui s'appelle Jazz, dans le fond, dans lequel, tu sais, ça m'aide à naviguer, tu sais, ça me dit tout ce que je fais. Puis, au lieu d'utiliser une souris, j'utilise des raccourcis clavier, tu sais, pour naviguer sur le web avec des T, des L, des... insert F6, insert F7. T'sais, il y a plusieurs trucs, des boutons, c'est des U, tu te promènes de bouton en bouton, tu veux remonter, c'est maj U, tu remontes. Pour vous donner des exemples, c'est très efficace, des raccourcis clavier. Moi, je suis né à Saint-Ferdinand. J'ai 89 ans. J'ai fait mes études à Québec. J'ai 12 frères et sœurs. J'ai été à l'université à Québec. J'ai pris la théologie. J'ai fait un prêtre, j'ai été à Beauport, j'ai été à Loretteville, j'ai été à Coleraine, j'ai été à Thetford-Mines. J'ai été aussi à Saint-Ferdinand pendant 30 ans. Puis depuis 4 ans, à peu près, j'ai attrapé une maladie. Pas attraper, c'est pas ça s'attrape pas. J'ai acquis la maladie de dégénérance maculaire. C'est que ma vue baisse graduellement. La maladie de l'œil, c'est la restriction. C'est l'œil qui ne capte plus la lumière. Puis quand la lumière disparaît, c'est l'obscurité. Alors, ma vue, ma dégénérance, ça dégénère pendant qu'on se parle, là. Ma vue baisse, ça veut dire que dans 1 an, d'après mon ophtalmologiste, je serai probablement aveugle complètement. Alors, ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, ma transition, c'est d'accepter de plus vers ce que je faisais, de renoncer à ce que je faisais, pas parce que je suis plus bon, c'est parce que je vois plus clair. Alors, j'ai beaucoup d'aide des Chevaliers de Colomb qui m'ont adopté presque pour me diriger, comme aujourd'hui, à des endroits où la guérison n'est pas assurée pour le fait. Mais au moins, il y a l'encouragement, le stimulant, puis ça fait du bien, ça réconforte.